Le Rav Yaakov Israël Posen, qui vient de sortir il y a quelques mois, un livre fabuleux qui s'appelle Adraba, Ten Melibenu, il ramène ici une idée très importante sur la plaie du sang. Il ramène au nom du rabbi Goël El-Karif, qui pose une question. Comment se fait-il que Paro, il a eu le pouvoir de faire du mal au clan d'Israël? Comment un rachat, tel Paro, qui ne croit pas en Dieu, à chaque fois il dit Mi Hachem, qui est Dieu, il peut avoir une emprise de faire souffrir sur le clan d'Israël pour le faire souffrir. Dans les mots, il pose même la question, quelle sroute, quel mérite il avait, Paro, l'ishlot be'am Israël, d'avoir un pouvoir dominant sur le peuple d'Israël. Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est intéressant comme question parce que nous, on se dit, bon, tout est la providence, tout est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et c'est certainement comme ça. Et puis on fait un travail par rapport à nous. Qu'est-ce que le clan d'Israël doit comprendre de la Havdout, de l'exil de l'Égypte, de la servitude en Égypte, des souffrances endurées en Égypte, etc. Je ne comprends pas la question. Paro, des fois, on assimile au Yitzhara. Oui. Et Yitzhara, il faut qu'il y ait un srout pour nous. C'est ça qui est nouveau dans la question de ce rabbi Goël. Il attaque tout le monde, Yitzhara. Personne il attaque tout le monde, bien sûr. Donc il n'a pas de srout. Mais il y a deux choses. On va dire, il y a attaqué et il y a dominé. Tout le monde, tout être humain, il est confronté à la milchama, comme il dit le Messilat Yeshayahu, il appelle ça la milchama. Tout le monde est confronté à cette guerre avec le Yetzirah. Que le Yetzirah, il vienne me combattre, c'est une chose. Mais que le Yetzirah, il ait le pouvoir de me dominer, c'est autre chose. Ça, il lui faut un srout. Alors quand on parle du Yetzirah, le Yetzirah c'est un malach, le Yetzirah c'est une énergie, on ne pose pas la même question. Mais Paro c'est un homme. Et en tant qu'homme, même s'il va symboliser, tu as raison, il va symboliser le Yetzirah, etc. Mais en tant qu'être humain, comment, on poserait la question comme ça, comment un rachat, il peut dominer un tzaddik? Alors c'est vrai que le clan d'Israël aussi, il avait ses erreurs. C'est vrai que le peuple d'Israël aussi, il avait ses fautes, il avait ses erreurs, il avait son exercice et son travail à faire. C'est clair. Hein, la question, elle est intéressante, elle est nouvelle. Mais qu'est-ce que tu veux dire par dominer? Pendant 80 années, on est resté 210 ans, selon la Chita de Rashi. C'est une discussion entre Rashi et le Ramban, si on est resté 210 ou 430. Le Ramban dit qu'on est resté 430, c'est Marloquette. Mais en tout cas, sur les 210 années d'exil en Égypte, on a été asservi à Paro, au Pharaon, durant 80 années. Ce qui est écrit au début de Shemot, que Paro il nous a fait travailler des farères, ce qu'on va lire au début de la Haggadah de Pessah. Il nous a fait Avadi Baïlou les Paro, nous étions esclaves. Tout ce qui va faire endurer au clan d'Israël, les premiers décrets qui sont écrits clairement dans la Torah, qu'il a dit qu'il fallait tuer les enfants, jeter les garçons dans le Nil, après il va dire même les filles. Tous ces décrets, toutes ces xérotes de Paro à l'encontre du clan d'Israël vont durer 80 années. Quel mérite il a pour dominer le clan d'Israël? Qu'un rachat, tout impie qu'il est, il titille ou il dérange le tzaddik, c'est l'histoire du monde. C'est la volonté d'El-Jmokou. Mais quand le rachat, il domine le clan d'Israël, il domine le tzaddik. C'est-à-dire le tzaddik, il est emprisonné. Il est emprisonné par le rachat, il ne peut plus bouger, il ne peut plus rien faire. C'est que le rachat, il a un mérite. C'est le propre même de la galoute, d'être sous domination des rachaïm et des nations. Alors, pas tout à fait. Je ne dirais pas que c'est le propre même, parce que là aussi, dans l'exil, il y a deux choses. Il y a l'Echatrila B'diavad, il y a a priori, a posteriori. Le clan d'Israël, il doit aller en exil. C'est écrit depuis Bereshit. Bereshit, Bara Elokim Shevet Haaretz, Ve'haaretz haïta tohu vavohu, Ve'ruach Elokim merachefet al pnei tehom,
c'est écrit dans le Midrash que ce deuxième pasouk de la Torah, ce deuxième verset de la Torah, il fait référence aux 4 exils. Donc il y a un enjeu que j'appelle l'echatrila a priori, qui a un sens. Maintenant, lorsque nous sommes en exil, nous subissons les pogroms, les shohot, etc. de l'exil, ça c'est autre chose, ça c'est un peu l'aspect entre guillemets bédiavad, ce qui a aussi c'est pas le même exercice. On peut très bien être en exil sans endurer des souffrances. L'exil en soi, même si le clan Israël s'y trouve bien, c'est pas à chaque fois que le clan Israël il est en exil depuis près de 2000 ans, eh bien c'est pas à chaque fois que le clan Israël était en exil, ça s'est mal passé, où il a enduré, il y a eu le clan d'Israël, il a eu des belles périodes au Maroc, ou même en Europe, avant la Shoah, etc. Le clan d'Israël n'était pas toujours malheureux en exil. Donc il y a l'exil douce, il y a l'exil amer. Chacun il a son sens. Chaque exil a son sens. Mais il y a la question de ce rabbi Goël El-Karif et Osé. Et il dit comme ça, quel est le mérite? Il dit, Paro, il avait une grande qualité. Quelle est sa qualité? Paro, au début de l'histoire, il est un grand Baal Chesed. Il est un homme des plus généreux. À savoir, lorsqu'il y avait la famine dans le monde, on sait que c'est ce qui a conduit les frères de Yosef, sous le commandement de leur père Yaakov, il leur a dit, puisqu'il y a la famine en Kénan, en été il y avait la famine dans le monde entier, le seul endroit où il y avait l'abondance, c'était en Égypte. Donc les fils de Yaakov, ils vont descendre en Égypte, et qu'est-ce qu'elle va faire l'Égypte? Paro va les accueillir à bras ouverts. Mais c'est Paro ou c'est Yosef qui les accueille? Il lui fallait l'aval de Paro. Paro, il est aussi dans ce projet de générosité envers le clan d'Israël. Paro aurait très bien pu se dire, cette souffrance du monde, cette économie dramatique qui se trouve ailleurs, dans les pays voisins, ce qui fait qu'il n'y a plus de quoi manger, Paro aurait très bien pu dire, c'est pas mon problème. C'est intéressant parce que les pays riches, comme ils disent aujourd'hui, ils ont ce problème avec les immigrés. Sans arrêt, il y a des immigrés qui viennent parce qu'il y a des guerres, parce qu'il y a des maladies, parce qu'il y a de la famine, etc. dans plein de pays et dans les pays pauvres. Donc ils viennent par milliers, par millions. Alors il y a ceux qui disent non, il ne faut pas ouvrir les frontières, les immigrés, ils n'ont qu'à crever dans leur pays, c'est pas notre problème, on va leur envoyer de l'argent et des soins, etc. Et c'est bon, c'est des grands débats de société, de politique, pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec les immigrés qui débarquent par milliers. En tout cas, Paro, il a fait preuve de générosité. Il aurait très bien pu se dire, cette souffrance du monde ne me concerne pas. Moi, mon pays se porte bien, l'économie, l'abondance, etc. Et il aurait pu laisser le monde entier mourir dans la famine. Je ne suis pas responsable de la famine qui se trouve en Kénan ou ailleurs dans le monde. Et donc... Mais Rav, s'il s'est conduit comme ça, c'est mamash le srout de Yosef, puisqu'il a la bracha sur la mitzvah. Oui, Paro, il a peut-être fait ça de nommer Yosef. Et Yosef, il va avoir l'idée de dire qu'il va y avoir des années de famine, d'abondance, et on va thésauriser le blé, voilà. le mettre. Ça, c'était Yosef. Apparemment, au Pshat Pachout des Psukim, le projet de Yosef, c'était pour l'économie de l'Égypte, de Mitzraïm. C'est une puissance mondiale, l'Égypte. Maintenant, on tape à la porte, il y a des peuples, des nations qui tapent à la porte de l'Égypte. On n'a plus rien à manger. Ça, c'est pas Yosef qui les fait entrer, c'est Paro. Qu'est-ce qu'il a fait, Paro? Donc, il a fait preuve de générosité. Il n'a pas dit, il n'est pas resté indifférent à la souffrance du monde. Il va vendre à tout le monde de la nourriture, tout celui qui vient, et il va laisser le clan d'Israël rentrer dans son pays. Alors Akadosh Baruch Hu dit, toi tu as nourri le monde entier et tu as témoigné de la générosité du chesed envers le clan d'Israël, alors comme récompense, et c'est ça qui est incroyable, comme récompense, c'est ça son mérite, comme récompense tu vas pouvoir dominer le clan d'Israël. Incroyable, cette idée incroyable, bouleversante.
on trouve appui dans la Torah, dans le livre de Devarim. Perek Rav Gimel Pasuk Ret. Il est dit dans la Torah, Lo teta'ev mitzri ki ger haïta be'artso. On sait que les nations peuvent se convertir. Un goy, il peut entrer dans le clan d'Israël et se convertir. Maintenant, dans les conversions, il y a dans la Torah des différences entre le Mitzri et le Édomi, le Adomi et le Moavi, ou le Amaleki. Il y a des lois. Aujourd'hui, on ne les pratique plus. Comme il dit le Rambam, Rabben Lagmara, qui dit que Sancheriv Bilbel et Haolam, le roi Sancheriv, il a remué le monde. Aujourd'hui, plus personne ne sait d'où il vient. Quand on dit « je suis marocain », c'est marocain depuis 50 ans. Mais les Marocains, ce n'est pas des Marocains. Les Marocains, ils viennent d'ailleurs, et ainsi de suite. Le monde, il tourne. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. On sait bien que l'Égypte d'aujourd'hui, ce n'est pas l'Égypte antique. Les peuples, les nations ont voyagé, etc., etc. Ça, c'est après Sancheriv. Donc aujourd'hui, lorsqu'il vient un goy, il dit « je veux me convertir », on ne lui demande pas si ses ascendants, ce sont des Égyptiens, si c'est Moab, si c'est Ammon, ou si c'est Édom ou Amalek, etc. Mais jusqu'à Sancheriv, la Torah, elle dit, lorsqu'il vient un goy se convertir, attention, il y a des lois. Donc tout goy peut se convertir, mais pour ce qui est des lois du mariage, alors on sait que certaines conversions font que monsieur, madame converti, ça dépend des conversions, on va rentrer dans toutes ces îles, eh bien, est-ce qu'il va pouvoir épouser une juive tout de suite? Par exemple, un Égyptien, il faut qu'il attende la 3e génération. Donc le grand-père, il s'est converti, il ne peut pas épouser une Israélite. Attention, il n'a pas le droit d'épouser une Goya, mais il pourrait épouser une Égyptienne convertie, ou une convertie d'un autre peuple, mais il ne peut pas épouser tout de suite une Israélite. Il faut attendre la 3e génération. Comment ça, c'est écrit dans la Torah? C'est écrit « Lo teta'ev mitzri ». La Torah dit, vous n'avez pas le droit de répudier, de repousser l'Égyptien. C'est incroyable, l'Égypte nous a fait du mal, elle nous a asservis, elle nous a fait souffrir. Mais la Torah, elle dit, ne repousse pas l'Égyptien. Pourquoi? Kiger haïta be'artso. Car tu as habité dans sa terre. Et il dit Rashi, quelque chose d'incroyable, Shayou lahem arsania beshat atrak. Ils vous ont accueilli lorsque vous étiez dans le besoin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier dans l'histoire, c'est vrai qu'une partie de l'histoire du rapport que le clan d'Israël a avec l'Égypte, c'est un rapport noir, puisque pendant ces 80 années de servitude, d'esclavage, le clan d'Israël a souffert de l'Égypte. Mais avant l'esclavage, il y a eu 120 ans, 130 ans, 210, il y a eu 130 années où l'Égypte nous a accueillis et nous a donné à manger. C'est incroyable, arriver à faire la part des choses. Quelqu'un qui te fait du mal, tu n'as pas le droit d'oublier le bien qu'il t'a fait. Il faut faire la part des choses, il faut relativiser. On a bénéficié de l'Égypte pendant 130 ans et on a souffert de l'Égypte pendant 80 années. Et bien la Torah, elle dit, puisque l'Égypte t'a accueilli durant ta période de nécessité, de besoin, de dérac, eh bien tu ne dois pas repousser l'Égyptien. Incroyable. Le problème, où est-ce qu'on va arriver au diplé? Le problème, c'est que Paro, tout chesed qu'il est, il va faire 2 erreurs. Dans son chesed, il va y avoir 2 erreurs. La première erreur, c'est que cette domination du clan d'Israël, il aurait pu dire, bon, je suis le roi, vous êtes en France, vous êtes en Égypte, c'est moi qui régis les lois. Il n'y a pas de problème. On respecte Dina de Malchuta Dina, dans la halakha, on respecte les autorités, comme on dit, les autorités locales qui nous accueillent sur leur terre. Ça, c'est, jusque-là, il n'y a pas de problème, c'est normal. Mais le problème, c'est que Paro, il va traduire ce pouvoir qu'il a sur Israël via le mérite de son chesed pour faire du mal au clan d'Israël. Et quel mal il va faire? Alors là, il y a un paradoxe. Quel mal il va faire? C'est écrit dans le Passouk Vayarehu Otanu. Le Passouk aussi qu'on va dire dans la Gada de Pessah. On a l'habitude de traduire ce Passouk Vayarehu Otanu et il nous a fait du mal. Or, le Rav Posed dit dans le Dikdouk, dans la précision des mots, on aurait dû dire Vayarehu Lanu. Il nous a fait du mal. C'est quoi Vayarehu Otanu? Et il dit comme ça. Klomar il nous a rendu mauvais.
Vayareu otanu, c'est pas il nous a fait du mal, sinon on aurait dit Vayareu lanu, il a fait du mal à nous. Or on dit Vayareu otanu, il nous a rendu mal, il nous a rendu mauvais. Comment? Il montait les béné Israël entre eux, il essayait de créer des guerres internes dans le clan d'Israël pour que le clan d'Israël il se déchire et le clan d'Israël il s'arrache. Et donc, paradoxalement, lui qui est animé de la mida du Chesed parce qu'il accueille tout un peuple, au moins le clan d'Israël, il va créer à l'intérieur du clan d'Israël des divisions, c'est-à-dire il va leur enlever la mida du Chesed. Celui qui est Baal Chesed, celui qui est animé de la mida du Chesed, c'est pas seulement celui qui est bon envers les autres, c'est celui qui est bon envers les autres, mais c'est celui qui va faire aussi que les autres, entre eux, ils soient bons. Mais si je suis bon avec toi, et avec toi séparément, mais entre vous je fais la guerre, alors je ne suis plus animé de la mida du Chesed. Et ça c'est le début de la chute de Paro, et on va voir jusqu'où ça va aller. Donc il n'est pas Baal Chesed. Alors c'est pour ça que je dis, il y a un paradoxe. Il est Baal Chesed parce qu'il accueille 3 millions de juifs sur sa terre. C'est le clan d'Israël au début, on est arrivé 70, on sort, on est à peu près 2,5 millions. C'est pas rien. Donc, et il est Chesed, il donne la terre de Goshen, il donne tout ce que Yosef il demande, etc. Mais il y a des gens qui aiment faire le bien. Mais ces mêmes personnes-là qui aiment faire le bien, elles sont jalouses ou elles ont du mal à accepter qu'il y ait d'autres personnes qui fassent du bien. Il y a des gens qui peuvent être Baal Chesed, pour toi ils vont se mettre une crêpe. Ce que tu demandes, il va te donner. Mais dès qu'il y a quelqu'un d'autre qui va te faire du bien, ça les enrage. Ils ont la rage, la jalousie, l'orgueil. Je dois être le seul à faire du bien. C'est le paradoxe du Chesed. On veut être bon, mais on empêche l'autre d'être bon avec l'autre. C'est le paradoxe du Chesed. Donc il est Chesed. Pour ce Chesed, c'est quand même un mérite. Mais il va échouer dans le Chesed. Il ne va pas arriver au bout du Chesed. C'est ça son problème. Et où est-ce qu'il échoue dans son Chesed? C'est qu'il va monter les béné Israël entre eux pour les diviser et les empêcher que chacun... T'as un problème, viens me voir. Va pas voir ton ami, viens me voir. Moi, je vais t'aider. Surtout ne va pas voir l'autre. Là, c'est un idiot, il n'arrivera pas à t'aider. Il ne peut rien faire pour toi. Il y a des gens pires que ça. Il y a des gens qui disent, moi, je peux rien faire pour toi. Pire, il y a des gens qui disent, t'as un problème. Oula, il n'y a personne au monde qui peut t'aider. Pourquoi tu parles comme ça? Bon, j'ai le droit de dire, moi, je peux rien faire pour toi. Tu as un problème, ça dépasse mes capacités, ça dépasse plein de choses. C'est pas de mon ressort, comme on dit en français, c'est pas de mon ressort de t'aider. Mais peut-être je vais trouver quelqu'un. Ou en tout cas, même si je ne vais pas t'aider à trouver quelqu'un, il y a une phrase. Ça, personne au monde peut te sortir de ce problème. Pourquoi on parle comme ça? Pourquoi tu ne laisses pas la possibilité aux autres de régler le problème de celui qui vient te voir? Ça, là, c'est un problème personnel. C'est fini, c'est foutu. Voilà, on parle avec fatalité et voilà, une fatalité déterminée. Ça, tu peux rien faire. Pourquoi? Pourquoi moi j'ai tous les pouvoirs du monde? J'ai le droit, voire le devoir de dire quand c'est pas dans ma capacité d'aider l'autre, je suis désolé, je peux pas t'aider. Je suis désolé, bien que quelqu'un dise tu peux même prêter 150 000 €. Si je les ai pas, je peux pas. Mais ça, il n'y a personne qui pourra te prêter. Pourquoi tu dis il n'y a personne? Pourquoi tu es qui? Toi, tu es tout le monde. Non, tu es toi. Alors toi, dis, tu as le devoir de dire là, je peux pas t'aider. Peut-être si je suis Baal Chesed, alors je vais te dire moi, je peux pas t'aider, mais je vais trouver quelqu'un qui va t'aider. Je vais t'aider dans les démarches, etc., etc. Et là, il n'y a personne qui peut t'aider. Ça, c'est le pire. Ça, c'est le pire. Paro, il est intermédiaire. Il est entre les deux. C'est-à-dire, je veux bien t'aider, mais à la condition que personne d'autre ne t'aide. Pourquoi cet orgueil du Chesed? Laisse l'autre t'aider. Non? Cependant, le Midrash nous dit, dans le Tana d'Eveliaou Perek Rav Dalet, que les béné Israël ne vont pas tomber dans le jeu malsain, vicieux de Paro de se monter les uns les autres. Il dit le Midrash Asuk Ulam Aguda Echat. Le clan Israël va s'unir dans ces moments de souffrance, dans ces moments de tsarot. Donc là, l'Israël s'unit, et ils ont contracté une alliance entre eux d'être bons et généreux les uns envers les autres. Ils vont prendre sur eux plusieurs choses, mais ce qui concerne le chesed, voilà, ça veut dire, alors ça c'est encore plus fort, c'est que non seulement ils ont dit, mais c'est un malade ce Paro, il va nous monter entre nous, pas du tout, nous les juifs on s'aime, on est comme les chassidim. Il dit le Midrash, car tout mérite, c'est-à-dire chacun il dit à l'autre, je te jure que si tu as un problème, je ferai tout ce qui est dans mes pouvoirs et voire au-delà, je ferai tout pour t'aider, je te laisse pas tomber. Ils vont se jurer qu'ils vont céder.
Par exemple, il dit le Midrash, puisque les Israélites étaient forcés, aux travaux forcés donc de construire les villes de Pitom et Ramsès, donc ils avaient des tâches bien particulières, il y avait les maîtres d'œuvre, ils disaient toi tu fais ça, tu fais ça. Maintenant, chacun, il dit le Midrash, chacun il s'empressait de finir la tâche qu'il avait à faire pour aller aider l'autre. Ça, c'est le vrai Baal Chesed. C'est pas j'ai fini, j'ai rien à faire, qui est-ce qui veut que je l'aide? Bon, si tu n'as rien à faire et tu viens m'aider, oui, c'est du Chesed, mais c'est pas le Chesed. Donc, chacun dit bon, je vais me dépêcher de faire ce que j'ai à faire pour pouvoir aller aider l'autre. Ça, c'est énorme. Ça s'appelle rechercher le besoin de l'autre pour lui demander et savoir qu'est-ce qu'on peut aller faire pour lui. Il y a d'autres preuves dans le Midrash. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit, puisque entre vous, quand la merachem à la briotte, merachmim à la minachamem, puisque entre vous, vous avez de la rachamim, puisque entre vous, vous avez ce chesed, alors l'heure de la Géoula est arrivée. Alors c'est incroyable. L'exil de Mitzrayim de Paro, la domination de Paro commence parce que Monsieur Paro, il a une grande idée qui s'appelle le chesed. Et ce chesed va lui donner le mérite de dominer quelque peu le clan d'Israël. Son problème, le début de son échec, et on va voir jusqu'où ça va aller, le début de son échec, c'est lorsqu'il va empêcher les bénis d'Israël d'être chesed entre eux. Donc il n'est pas chesed au top. Il est chesed, mais pas trop chesed. Comme des fois on dit, je veux bien t'aider, mais il ne faut pas abuser. Et c'est une grande question, c'est quoi la limite du chesed? Des fois on aide, et puis ah ben là, tu as trop fait, il ne fallait pas trop faire, il fallait s'arrêter. Et quand on ne fait pas assez, on dit, pourquoi tu n'as pas fait assez? Très difficile de trouver la limite du chesed. Les enfants d'Israël, ils vont se jurer qu'ils vont céder, et ils vont céder, mutuellement. Non seulement qu'ils vont jurer, mais chacun il va s'empresser de finir son travail pour aller au-devant de l'autre. Ravolbi dit, le vrai chesed, c'est pas quand tu me demandes de t'aider. Si tu me demandes de t'aider, ou c'est trop tard, ou tu me demandes, des fois même on est gêné de dire, imagine quelqu'un qui dit, tu peux me rendre un service? Non, je rends pas de service. Il y a des gens qui sont radins, avards, je rends des services à personne. Bon, on parle pas d'eux. Mais en général, quelqu'un vient te demander un service. Au fond de toi, tu dis, oh là là, bon. À lui, tu dis, bon, écoute, je ne sais pas si je serai de grande utilité, je veux bien tenter. C'est parce que tu m'as demandé. Mais des fois, on sait que l'autre, il est dans le besoin, qui qu'il soit. Le chesed, ça peut être un mot, ça peut être prêter de l'argent, ça peut être donner à manger, ça peut être... il y a plein de choses dans le chesed. Une attention, etc., etc. Alors, celui qui vient, qui demande, quelqu'un il dit, écoute, je sais pas, j'ai des gros problèmes dans la vie et tout. Tu dis, ah ouais, tiens, viens, on s'assoit, on prend un café. C'est du chesed. Et Rav dit, le vrai chesed, c'est d'aller consulter l'autre avant qu'il vienne te réclamer. Ça, c'est le vrai chesed. C'est que tu vas voir là, tu lui dis, je te sens pas bien, qu'est-ce qui se passe? Peut-être je peux faire quelque chose pour toi. Ou même si je vois pas qu'il est mal, ça va, tout va bien dans la vie. La colle de CNR, c'est sûr, t'as pas besoin de... Ah, c'est bon, on crache. Il y a des gens qui disent, ah oui, tu tombes bien. On dirait que c'est mine. Il y a des gens, des fois, ils disent, oh, tu tombes à point. C'est mine à Shamaï, le jour il t'a envoyé, boum, là. Bien sûr, ah, regarde, j'ai un souci. On dit, non, écoute, je t'ai demandé si ça va. C'était une façon de rentrer en contact. Mais, non, mais des fois, le vrai chesed, c'est de consulter, c'est d'aller au-devant de l'autre, c'est de lui proposer de l'aide avant qu'il ne le réclame. Comme ça, il dira Volvé dans les chouchres de l'ouet. Donc non seulement ils ont fait preuve de chesed, ils se sont jurés d'être chesed, ils ont contracté une alliance. Et en plus de ça, chacun il s'empresse de finir son travail pour aller aider l'autre. Ça, ce comportement du clan d'Israël, ça va être le début de la Géoula, ça va être la fin de la chute de Paro. Pourquoi et où est-ce qu'on voit ça? En même temps que le clan d'Israël il était en train d'évoluer, de se renforcer dans la mida du chesed, Paro, il est en train de tomber dans le chesed. Donc non seulement on a dit qu'il voulait être le seul à faire le chesed, il les empêchait à faire du chesed l'un envers l'autre, mais on va voir qu'à un moment donné, il va perdre tout son chesed. C'est complètement inouï ce qui se passe dans la Torah. C'est le constat qu'il fait ici Rav Posen, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe? Allons voir la plaie du sang, parce qu'on est censé parler des 10 plaies. Qu'est-ce qui est dit dans la plaie du sang? Vayavo el beto veloshat libo gablazot. C'est écrit, dans Shemot, Perek Zayin, Pasuk Rav Gimel. C'est écrit comme ça.
Paro, va y avoir le béton, il rentre chez lui. Velochat libo. Et il n'a pas posé son cœur, c'est-à-dire il a fait preuve d'indifférence quant à la plaie du sang. En simple, la Torah elle dit, il y a eu la plaie du sang, Paro, comme on dit chez nous vulgairement, il s'en fout. Lochat libo. Ça, même pas il regarde, il lit le journal, dès quand il voit la page et l'Égypte est frappée de sang, il tourne la page, je m'en fous. Lochat libo Gamazon. Qu'est-ce que ça veut dire que Paro, tout d'un coup, il s'en fout qu'il y ait c'est le roi de l'Égypte. Il y a les gens, ils font des manifestations, on n'a plus d'eau, on veut de l'eau. Fait... Non, mais tu veux dire qu'il n'a pas été touché, lui, personnellement, ça. Les autres plaies aussi. Je connais ce midrash. Les autres plaies aussi. Non, pas toutes les plaies. Il y a des plaies là-bas, les grenouilles, elles sont rentrées chez lui. Les grenouilles, elles vont rentrer chez lui, mais le sang, non. Khazak, je connais ce midrash. C'est écrit, c'est une vraïta de Rabbi Eliezer. Mishnat Rabbi Eliezer. Il dit, chez Beba Katdam, dans la plaie du sang, il y avait le sang dans tout l'Égypte. Mais lui, Paro lui-même, quand il venait chez lui, il y avait de l'eau. Mais ça, c'est incroyable. C'est-à-dire, Paro, il y a 210 ans... Oui, Il buvait de l'eau. oui, c'est ça, c'est ce que tu dis. Lui, il n'a pas été touché par la plaie du sang. Il a dit, vous n'avez pas d'eau. Ah, qu'est-ce que je peux faire? Moi, dans mon robinet, j'ai de l'eau. Je prends la douche, j'ai de l'eau chaude, j'ai de l'eau froide, je me fais un café. Lui, il avait de l'eau à la maison. Maintenant, il faudra comprendre pourquoi lui, il avait de l'eau. Mais le recette, il fait ça. Non, le chesed, on va voir un autre chesed. Son srout. Non, le srout qu'on a dit du chesed, c'est ce qui va lui donner la possibilité de dominer le clan d'Israël. Mais là, c'est intéressant. J'ai lu qu'il faisait monter les eaux du Nil à lui. Oui. Est-ce que ça a un rapport avec ça? Non, ça c'est tout parce qu'il se prenait pour. Oui, ça on sait, mais est-ce qu'on sait qu'il a reçu une bracha? Il faisait de la sorcellerie, non, il faisait de la sorcellerie. Oui, mais par où il a reçu une bracha de Yaakov, effectivement. Est-ce que c'est par rapport à ça? Non, ça monte vers lui, maintenant ça ne se transforme pas en sang, c'est autre chose. On va voir, il va avoir un autre mérite. Pourquoi il n'est pas atteint par la plaie du sang? Mais avant de voir pourquoi il n'est pas atteint par la plaie du sang, c'est incroyable. Il y a 210 ans en arrière, si c'est le même Paro, si c'est pas le même Paro, c'est le même Égypte, pas la même Égypte, c'est le même échelle, ça change rien. L'histoire a commencé, ou au moins 80 ans avant, c'est qu'il a dit, ouais, c'est vrai, il y a des gens qui souffrent. Les Juifs sont en souffrance. On va les aider. C'était son chesed. Tout d'un coup, il y a un peuple qui est le sien d'ailleurs. Les Égyptiens sont en souffrance, ils n'ont plus d'eau. Ben, je m'en fous. Là, Paro, il est en train de chuter. Il est en train de baisser, il est en train de perdre des points. Il est en train de perdre sa mida du chesed. Il a fait preuve de chesed. Il dit quoi? Quand on est venu lui dire, réunion importante des ministres, qu'est-ce qu'on fait? Les Kénadéens, tous les peuples, venez le consulter, on n'a rien à manger, il n'y a pas de problème, on vous ouvre les portes, installez-vous chez nous, ouvrez des commerces, rentrez dans le pays, achetez, on ne va pas vous laisser mourir. C'est extraordinaire, c'est un mérite. À la fin de l'histoire, à la fin des 210 ans, il dit, ça y est, stop. Vous avez rien à boire, c'est pas mon problème, moi j'ai de l'eau à la maison, shalom alay nafshi, vous avez qu'à crever, c'est pas mon problème. Le même Paro qui au début il a fait preuve de chesed, il a fait preuve de sensibilité de la souffrance de l'autre, arrivé à un moment il dit stop, j'arrête. Et c'est là où il va tout perdre. Alors on va essayer de comprendre, il va expliquer, il va ramener un midrash, qu'est-ce qui a fait que Paro, pourquoi Paro il avait de l'eau pendant la pluie du sang. Et ça on voit, par exemple, quelqu'un, on a dit le niveau de chesed qu'il a dit à Volvé, c'est d'aller proposer son aide avant que l'autre ne le réclame. Ok. Mais, de manière générale, tu es là, tu étudies, tu travailles, tu es à la maison, tu fais ta vie tranquille, normale. Tu as un ami, imagine un ami vient, il te demande un service. Quel qu'il soit, est-ce que tu peux m'amener à droite, est-ce que tiens, tu vas à Carrefour, amène-moi avec toi. Tu dis, pas de problème, avec plaisir. On va le faire sur 2 personnes et sur 1 personne. Le lendemain, tu vas en ville. Il y a un qui t'appelle, tu vas en ville, tu ne peux pas me prendre en voiture. Avec plaisir. Et comme ça. Et de jour en jour, tu es sollicité à droite, à gauche. Au bout d'un moment, tu dis, oh, vous n'allez pas tous vous y mettre là. Je veux bien aider 1, 2, 3, 4, 5. Et le 6e, eh ben, ça y est, qu'on me laisse tranquille un petit peu. Ça, je dis la limite entre le chesed et la vie privée. Mais parfois, c'est-à-dire, quand on fait du chesed, on fait. Parfois, on a ce sentiment. Il y en a qui l'expriment clairement. Il y en a qui le ressentent à l'intérieur. Ils ne vont pas le dire à l'autre. Mais
Mettons des mots. Je veux seulement dire que les mots ne sont pas obligatoirement des mots. C'est pas obligatoirement verbal. Des fois, c'est des choses qu'on ressent au fond de soi. Des fois, je veux bien le faire dans le couple. Parce que dans le couple, j'adore. Shalom Baïd. Tu sais, tranquille, tu es à la maison. Ta femme, elle te dit bon, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé, j'étais au collège, j'ai fait des shiurim, j'ai étudié, j'ai mangé, j'ai bu le thé, j'ai fait une vidéo, j'ai fait un shiur. Bon, d'accord, bon, mais qu'est-ce que tu n'as rien fait? Bon, d'accord, on n'a pas les mêmes dictionnaires. Ok, mais qu'est-ce que tu veux? Ben, tu peux pas m'aider un peu? Oui, je vais t'aider, ma chérie, même si elle demande gentiment, tu reviens, shalom aleichem, comment ça va mon malach, mon ça? Tu peux m'aider à coucher, à faire les devoirs aux enfants? Bien sûr, je vais faire les devoirs. Et tu as les devoirs. Un quart d'heure après, il dit, non, tu peux pas m'aider à leur donner à manger? Bien sûr, tu vas leur manger. Après, il dit, bon, il faut que tu m'aides à les mettre en pyjama. Et tu commences à dire, bon, je t'ai aidé à faire les devoirs. J'étais là pour... Allez, je veux bien t'aider encore. Personne n'a dit que c'est la femme qui doit faire tout ça et que l'homme doit l'aider. Peut-être c'est l'homme qui doit le faire et là. Mais bon, disons comme ça, un exemple comme ça. On dit, allez, d'accord, je vais t'aider. Ça commence tout d'un coup, le chesed, il commence un peu à diminuer. Après, il dit, bon, maintenant, il faut que tu montes dans le champ, il faut que tu ailles les coucher. Il dit, écoute, c'est quoi? Tu veux pas que moi je fais tout aussi? Mais tu as commencé à dire oui. Alors pourquoi tout d'un coup, dans le chesed, on s'arrête? Ça veut dire, on a un taux de chesed. Chacun, en fonction du ressort qu'il a en lui et des nerfs, bon, je veux bien t'aider un peu. Allez, d'accord, je l'ai aidé au lit. Je dis, regarde, tu peux m'aider à débarrasser. Allez, je débarrasse. Je dis, regarde, je suis fatigué, j'ai travaillé. Tu crois, moi, j'ai rien fait? Tu vois, l'homme, il n'a rien fait, il est là, il est assis, tranquille, ça va, mais j'ai rien à faire, j'attends ce soir que ma femme me donne la liste de ce que j'ai à faire. Tu regarde mon mari, mon chéri, c'est gentil. Tu peux pas faire la vaisselle? Et bien sûr que je vais faire la vaisselle. Tu fais la vaisselle. Après, tu regardes le sol, il est sale. C'est dommage, pas laisser la maison comme ça. Tu as raison, va dormir, va au lit à 7h, je fais le parterre. Tu fais le parterre. Et après tu as crevé, tu n'en peux plus, tu as travaillé 2 heures comme une bonne. Après, tu dis, regarde le linge, regarde combien il y a des piles de linge, j'arrive pas. Et les chaussettes, je pense, tu veux pas faire le linge? Bien sûr, tu fais le linge qu'à 11h, 23h, tu es crevé. Après ta journée, ton travail, ton emploi du temps, c'est pas comme ça chez moi, ne vous inquiétez pas. Moi, je lui dis non à ma femme tout de suite. Je dis non, voilà, ça, après, si je veux, je fais. Voilà, je fais un rachat, voilà, je suis pas paro. Alors après, une fois que tu es fatigué, tu regardes, tu vas pas laisser la maison comme ça. Prépare les affaires pour les enfants. Tu vas travailler comme ça toute ta vie, tu vas jamais t'arrêter. Mais ce que je veux dire, et la femme aussi elle dit, regarde, et je t'ai fait à manger, et je t'ai fait ci, je fais ça. À la fin, je dis, écoute, j'ai pas de chemise pour demain. Quand tu veux pas que je te repasse la chemise aussi? Attends, je comprends pas. Les pots de chemise, j'ai trahi. Tu as fait du chesed. Il te reste encore 2 minutes de chesed que tu me repasses une chemise. Alors des fois on a le droit de dire, alors on n'a pas de dire, là je suis fatigué, que ce soit dans le couple ou même dans la famille, je suis fatigué, on va se partager toute l'harmonie du couple. C'est de trouver l'harmonie, les tâches qu'il y a à faire, ici, et les courses, et le linge, et les enfants, et le travail, et la maison, et blabla, et tout cet univers de choses qu'il y a à faire. À un moment on a le droit de dire, ou même dans la famille, je veux bien aider tout le monde, à un moment j'ai le droit de dire, je suis fatigué. Ne m'appelle pas à 2h du matin si tu as un souci, sauf si c'est grave. Je vais me dire stop, jusqu'ici, je peux plus. C'est pas, ah non, ça y est, j'en peux plus du chesed, je veux bien aider 2-3 personnes, mais le 4e, je m'en fous. Non. Parce que même si l'autre, on ne peut pas l'aider, on doit au moins avoir le sentiment déjà de lui donner ce qu'on appelle de la considération. Parce que des fois, les gens, ils viennent avec des problèmes, quels qu'ils soient. Bah, je peux rien faire pour toi. Vraiment, je suis désolé. Oh là là, j'ai de la peine, je peux rien faire pour toi. L'autre, il sent que tu l'as pas considéré. Il sent que tu l'as basé. C'est pas parce qu'il faut faire du chesed qu'il faut aider tout le monde. Je suis pas en train de dire ça. Mais c'est pas parce que tu peux pas faire du chesed qu'il faut baser tout le monde. Ou baser, ouais, ça veut dire rejeter. Ah, écoute, je peux rien faire pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, mais je peux rien faire. Qu'est-ce que je peux faire? Là, tu sais très bien que tu peux. Un jour, je raconte toujours ça. Si j'ai dit que je suis un rachat, je suis aussi un peu un tzaddik. J'avais un ami qui avait des gros soucis. Un jour, il m'appelle, c'était veille de Soukot. On est en train de faire la souka, brancher la plata, faire le loulav. Il m'appelle 2 heures avant la fête. Je ne sais pas pourquoi j'ai répondu, mais je n'avais pas le cœur de... Je connaissais ses problèmes et ses difficultés dans la vie. Je me suis dit, bon, allez, veille de fête, allez, je vais lui répondre. Ça... Il ne voulait plus me lâcher. Mais il m'a dit une phrase. Il m'a dit, je sais qu'on est 2 heures avant la fête. Je sais que tu n'as pas le temps. Je sais que tu n'as pas les nerfs. Et je sais même que tu n'auras pas de solution à mon problème. Mais je te demande un service. Consacre-moi 5 minutes. J'ai besoin de te dire mon problème. Je lui dis, si tu es conscient que je ne peux pas t'aider, qu'on est la veille de la fête, je t'offre 10 minutes. Je t'écoute. Et il commence à me dire, et il crie, ouais, il n'en pouvait plus. Il a explosé dans son problème. Bon, je lui dis, écoute, Raksaméar, Kachamiten. Il m'a dit, je te remercie de m'avoir offert 10 minutes pour écouter mon problème
avant la fête, je paniquais. Voilà, je me suis vidé. Je te remercie. Chag Sameach, bye, au revoir. Incroyable. Et ce sentiment, ça c'était de celui qui demande, maintenant de celui qui reçoit. Celui qui reçoit. C'est-à-dire des fois, bah écoute, je peux rien faire pour toi. Non mais d'accord, tu peux rien faire pour moi, mais tu peux au moins avoir de la considération, tu peux avoir une oreille, tu peux avoir... Et puis des fois c'est pas vrai, des fois tu peux... Ça veut dire, nous on vit trop dans l'absolu, c'est-à-dire, ou je peux t'aider à 100%, ou je peux pas t'aider. C'est pas comme ça. Des fois tu peux m'aider un peu, je peux rien faire pour toi. Je te demande pas de régler mon problème, mais peut-être que tu peux faire un peu. Tu peux me donner un numéro de téléphone, ça va m'aider à prendre un contact. Tu peux me faire une bracha. Une bracha, c'est aussi un chesed. Ouh, là, c'est un grand problème. Je il te donne la bracha, et la santé, et la parnassa. Ah, des fois, rien que recevoir une bracha, déjà, tu te sens mieux. Je t'ai pas dit, voilà, j'ai un problème qui s'appelle $1 million, ou qui s'appelle un gros un gros problème de santé, etc. Je t'ai pas dit de régler mon problème. Mais cette phrase, je peux rien faire pour toi, elle est pas rot, elle est pas bonne. Je peux rien faire pour toi. Alors j'aimerais dire, écoute, maintenant, je peux pas t'écouter, je suis occupé, reviens dans 1 heure. Ça, on a le droit, on n'est pas à la disposition de chacun. Là, j'ai un peu bifurqué dans le chesed. Donc, en tout cas, Paro, à un moment donné, tout ça pour dire que des fois, on fait du chesed et du chesed, et puis à un moment donné, donc le chesed, c'est avoir cette sensibilité du souci de l'autre. Et c'est comme ça que Paro, c'était ça, tout son mérite. Mais à la fin, Paro dit ça, j'en peux plus. Mais on n'a rien à voir, je m'en fous. Moi, j'ai de l'eau à la maison, vous avez qu'à tous crever. Là, il va tomber. Ah, mais maintenant, il faut comprendre. Et pourquoi Mehmet Paro, il a eu de l'eau pendant la pluie du sang? Pourquoi lui, il a de l'eau? Qu'est-ce qu'il a? Les grenouilles, elles vont arriver chez lui. Le sang, non. Le Bakat Bechorot, la plaie des premiers-nés, elle va arriver chez lui. Sauf lui, d'après Rachid, c'est Marloquet, si Paro, il va mourir, Bakat Bechorot ou pas. Mais pourquoi le sang? Pourquoi Paro, il est épargné? Quel mérite il a, alors que toute sa nation, tout son peuple, tous ses citoyens sont en train de mourir, ils sont en train d'acheter l'eau, hein, comme on avait vu le Midrash la dernière fois, ils sont en train d'acheter l'eau du clan d'Israël, et Paro il dit je m'en fous. Pardon, et Paro, qui dit je m'en fous, c'est son erreur. Mais qu'est-ce qui a fait que Paro, il a été épargné du sang? Pourquoi que je m'en fous, il dit je vais envoyer du sang à tout le monde sauf à lui? Pourquoi? Au contraire, c'est lui le responsable, c'est pas eux. Il dit quelque chose d'incroyable. Paro Zachal Ekar. Il a encore un mérite qui lui a valu de ne pas être frappé par la plaie du sang. Quel est le mérite? Mishum shebebeto gadal Moshe Rabbeinu bemesher esrim shana. Paro, il va accueillir dans son palais le guide du clan d'Israël. Déjà, au début, personne ne savait que Moshe c'était Moshe, mais il a accueilli un juif chez lui à la maison. Durant 20 ans, il aurait pu dire je veux bien aider les juifs, puis quand Bitial vient avec un berceau, qui tu l'amènes ça à la maison? Tu l'amènes à la nurserie, tu l'amènes aux enfants abandonnés, ou on va monter des associations. Non, il l'a amené chez lui à la maison. Mais quel rapport avec le sang? Pourquoi c'est précisément le sang? Je sais pas. On va vous finir la phrase. Omnam, Hayazébaïd shel Racha Merusha. Paro, c'est un rachat. Il était mauvais, mais il avait une bonne qualité. C'était le chesed. Là, on est encore revenu au début de l'histoire. Il est le symbole, comme tu as dit, du Yetzara. Il est le symbole de la Avodazara. Il est le symbole de la Kfira, il renie Dieu. Hagdola Beyoter, le plus grand renégat de l'histoire, c'est Paro. C'est vrai, mais il a un grand mérite. Il a fait du chesed. Et ce chesed-là lui a valu de ne pas être atteint par la plaie du sang. Seulement, lorsque le sang est là, c'était son mifran, c'était son test. Quand chez toi tout va bien, une fois tu as réussi le test, tu as accueilli tout le clan d'Israël. Mais maintenant, quand tout le monde va mal, c'est-à-dire l'épreuve de Paro, en vérité, son bonheur, c'était son épreuve. Son mérite de ne pas avoir été atteint par le sang parce qu'il a accueilli Moshe, en vérité, pour lui, c'était une grande épreuve. D'être le seul à avoir de l'eau à boire et de voir les autres qui n'ont que du sang, pour lui, c'était un test. Est-ce qu'il va dire encore une fois, je partage mon eau, ou il va dire, je m'en fous? Et là, il va échouer. Be'oto rega, itmosesa kol azchut l'Eshem Israël. Tout le mérite qu'il avait du chesed du début de l'histoire qu'il lui a donné, comme on l'a dit, le pouvoir de dominer l'Israël, il y a tout son olam, tout son univers de générosité et de chesed, il s'écroule.
vous raconter une petite histoire avec une grande histoire sur le chesed. Mais bon, c'est lié à Makadam, c'est lié à la plaie du sang. Donc c'est ce chesed-là avec lequel il a commencé, il a ouvert l'Égypte. Dans la plaie du sang, son mérite, c'est son échec. Le mérite qu'il a eu par le biais de la mida du chesed qu'il a accueilli. C'est une bonne question. Pourquoi le salaire d'avoir accueilli Moshe Rabbeinu chez lui durant 20 ans, ça se traduit par ne pas être que chez lui ça ne se transforme pas en sang? C'est une bonne question. Là, c'est un rapport avec les amis, l'autre appellation de l'argent. Oui, parce que c'est les béné Israël qui vendaient l'eau aux Égyptiens, c'est comme ça qu'ils vont s'enrichir. Est-ce que lui, le fait qu'il ait accueilli chez lui cet enfant pendant 20 ans, ça a un coût, bon, même si c'est un roi, même si c'est un... Est-ce que ça... Ça a un coût, oui, c'est vrai, on peut dire ça, c'est une bonne explication. Ça veut dire que ça a un coût, c'est quand même quelqu'un, un jeune homme, un jeune enfant qui va grandir chez toi à l'adolescence, ça mange, il faut l'habiller, etc. Ça a un coût. Il ne faut pas que lui, il ait à payer, à acheter l'eau quand elle va devenir du sang, vous pourrez dire, je te récompense, tu gardes l'eau. Ouais, c'est un bon chat. C'est bien, c'est un bon chat. Mais là, alors c'est intéressant maintenant, pour finir, on va dire comme ça, pour finir, parce que je veux que l'heure avance, mais pour finir, on va dire comme ça. Maintenant, parce qu'il ne faut pas oublier toujours dans ce débat des diplés, dans cette grande soulia des Sermakot qu'il y a eu en Égypte, on a déjà soulevé la question plusieurs fois. Quel est l'enjeu des diplés? Est-ce que l'enjeu des diplés, c'était pour manifester la grandeur d'Hachem? Est-ce que les diplés, c'était pour libérer le clan d'Israël? Ou est-ce que les diplés, c'était pour frapper l'Égypte? Et en vérité, ces trois chitates, elles sont vraies et elles s'associent. En vérité, les diplés, elles ont un triple sens. Il y a, ça on le voit clairement dans les psukim, clairement dans la Torah. Je ferai des plaies, vous allez voir que je suis un Dieu sur terre. Je fais des plaies, Hacharit Alal Sibé Mitzrayim, pour punir l'Égypte. Et je fais les 10 plaies pour libérer les gens. En vérité, il y a 3 idées dans les 10 plaies. Donc, il y a l'exercice, je veux dire comme ça, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des enfants d'Israël et vis-à-vis du Pharaon. Maintenant, quand on fait ce travail-là, de comprendre quel est l'enjeu des plaies, de chacune des plaies, et des plaies en général, c'est-à-dire nous, quand on étudie la paracha du sang, la paracha du sang, ça veut dire la première plaie de l'Égypte, Dan, ça doit nous faire réfléchir. Sur quelle mida? La mida du chesed. Le contraire du chesed, c'est verser du sang. C'est le contraire du chesed. Le contraire, ça veut dire le message, la leçon qu'on doit tirer de la plaie du sang, c'est que Paro, il n'a pas fait preuve de chesed jusqu'au bout, et ça va être sa chute. C'est ça la leçon de la plaie du sang, que j'ai compris et essayé de développer à travers l'idée de Rav Pogel. J'avais un autre